Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Vincent Aurélana-Pepin. Bienvenue à votre bulletin de nouvelles TVCL pour la période du 6 au 12 novembre. Nous commençons cette semaine avec la ville de Mont-Tremblant et la commune de Châtel, située dans les Alpes françaises, qui sont jumelées depuis 1990. Dans le cadre de ce jumelage, une entente entre Châtel et Station Mont-Tremblant offre aux Tremblantois la possibilité de skier gratuitement à la station Les Portes du Soleil. Afin d'offrir à la population la chance de profiter de ce privilège, la Ville organise un voyage de ski à Châtel du 22 au 31 mars 2024 en collaboration avec Club Voyage Mont-Tremblant. Les inscriptions sont réservées en priorité aux résidents de Mont-Tremblant. Le tarif préférentiel inclut une passe de ski gratuite à la station Les Portes du Soleil. Les non-résidents peuvent s'inscrire sur une liste d'attente. Les places restantes seront attribuées par ordre d'inscription à compter du 1er décembre 2023. 40 places sont disponibles, un minimum de 30 personnes est requis. Pour réserver votre place, communiquez avec Mme Joanne Saint-Louis du Club Voyage Mont-Tremblant à joanne.saint-louis@clubvoyage.com ou au 819-425-3766. Le forfait inclut un vol aller-retour direct de Montréal à Lyon, la navette aller-retour entre l'aéroport de Lyon et l'hôtel, 8 nuitées d'hébergement à l'hôtel Le Castellan. Les petits déjeuners et les soupers sont inclus. Pour plus d'informations, contactez Mme Chantal Blanchette à cblanchette@villedemonttremblant.qc.ca ou au 819-425-8614. Mont-Tremblant enrichit son circuit patrimonial en introduisant un nouveau panneau dédié à l'histoire du Mont Plaisant. La population pourra ainsi découvrir ou en apprendre davantage sur cet ancien centre de ski à vocation familiale situé à proximité du lac Mercier dans le noyau villageois. Le centre de ski incarnait le rêve audacieux que les frères Claude et Raymond Saint-Louis, natifs d'une lignée de pionniers de la région, ont concrétisé dans les années 1950. Il constitue un fascinant chapitre de l'histoire de la ville qui n'attend plus que d'être découvert. Si vous avez entre 18 et 29 ans et vous rêvez de voyager, mais vous devez travailler pendant l'été, la ville de Mont-Tremblant et sa ville jumelle Châtel vous donnent la chance de jumeler les deux l'été prochain grâce à un stage outre-mer rémunéré. Le vol aller-retour vous est gracieusement offert par la ville de Mont-Tremblant et vous serez hébergé et nourri gratuitement à Châtel. Vous n'avez donc qu'à prévoir vos dépenses personnelles. Durant ce stage, vous aurez l'occasion de travailler à Châtel dans les domaines du tourisme ou des loisirs. Vous serez chaleureusement accueilli dans la famille du ou de la stagiaire de Châtel qui sera pour sa part hébergée par votre famille à Mont-Tremblant. Pour être admissible, vous devez avoir entre 18 et 29 ans, être titulaire d'une carte Accès Mont-Tremblant, avoir le statut d'étudiant pour l'année scolaire 2024-2025, posséder un passeport valide, être disponible de la fin juin à la fin août 2024, obtenir le consentement de votre famille qui devra héberger et nourrir le ou la stagiaire de Châtel dans votre résidence familiale à Mont-Tremblant, fournir votre curriculum vitae accompagné d'une lettre de présentation. Vous devez également remplir le formulaire de candidature au plus tard le 31 décembre 2023. Pour tout renseignement, veuillez communiquer avec Mme Chantal Blanchette, coordonnatrice aux relations citoyennes au 819-681-6414 ou par courriel à info@villedemonttremblant.qc.ca. Notez qu'aucune candidature reçue par courriel ne sera considérée. Seules les candidatures fournies via le formulaire en ligne seront analysées. Ce stage étudiant est offert dans le cadre du programme d'échange intermunicipalité des associations Québec-France et France-Québec. C'est dans une ambiance amicale et chaleureuse qu'a eu lieu le mois dernier la première édition du Bénévolorama, le salon de bénévolat de la MRC des Laurentides, à la polyvalente des Monts à Sainte-Agathe-des-Monts. L'événement a rassemblé plus de 200 personnes, dont 24 kiosques d'organismes socio-communautaires et municipalités du territoire. Aînés, jeunes retraités, élus, nouveaux citoyens et familles se sont déplacés pour rencontrer les 24 organismes du territoire présents. L'événement a permis aux organismes de faire connaître leurs services et de recruter des bénévoles. Les animations proposées tout au long du salon ont participé au succès de l'événement. L'ensemble vocal Au cœur du Nord, la peinture collaborative avec Écoloria, des rallyes, des tirages de prix et des collations offertes par le café communautaire Coup de cœur et les chefs à la rescousse.
Pour Dominique Chartrand, directrice générale du Centre d'action bénévole des Laurentides, la relève bénévole passe par l'implication des jeunes. Elle affirme que d'ailleurs, la Polyvalente des Monts s'est avérée un précieux partenaire pour le comité organisateur. Elle ajoute que la Polyvalente a facilité la tenue de l'événement et mobilisé une dizaine de jeunes de l'école, accompagnés du personnel enseignant, à s'impliquer durant le salon. Avec une population vieillissante et une conjoncture économique moins favorable pour un grand nombre de citoyens vulnérables, les organisations socio-communautaires ont plus que jamais besoin d'entraide et de solidarité, et cela peut s'exprimer par l'action bénévole. Si vous souhaitez vous impliquer, peu importe le temps disponible, visitez le www.jebénévole.ca. Le Bénévolorama est une initiative du comité bénévolat de la MRC des Laurentides, dont font partie le Centre d'action bénévole Laurentides, la FADOC Région des Laurentides, le regroupement des partenaires en développement social de la MRC des Laurentides, la Samaritaine de Mont-Tremblant et la MRC des Laurentides. Il compte comme principal partenaire la Polyvalente des Monts. La 8e édition du programme de reconnaissance aux citoyens s'est tenue le 19 octobre dernier en présence des élus de la MRC des Laurentides et des représentants de la Sûreté du Québec. Ils ont remercié publiquement des citoyens et citoyennes pour leurs actions et comportements exceptionnels en lien avec la sécurité publique. Un certificat officiel ainsi qu'un médaillon gravé ont été remis à chaque récipiendaire par Steven Larose, président du comité de sécurité publique de la MRC des Laurentides et maire de Montcalm, ainsi que par les représentants de la Sûreté du Québec, le lieutenant Matthew Mulcair et le sergent Geoffroy Valnet, responsable de poste MRC des Laurentides. Le volet bravoure vient reconnaître des actes qui aident au maintien de la vie ou n'eût été de cette intervention, il y aurait eu un décès ou un incident grave. La Sûreté du Québec a remis les honneurs à 4 personnes qui sont intervenues pour tenter de sauver la vie d'une victime sur la route 117. Le programme de reconnaissance aux citoyens est une distinction honorifique décernée à un citoyen, un regroupement de citoyens ou une association, une organisation sans but lucratif ou un organisme public, parapublic ou privé, afin de souligner une ou des actions méritoires pour lesquelles une personne est venue en aide à ses semblables de façon significative et par ses actions à contribuer à secourir un citoyen ou une citoyenne dans une situation de danger, à apporter de l'aide aux victimes d'actes criminels, de sinistres ou de tragédies, à prévenir la criminalité. Le programme est avant tout un partenariat exceptionnel entre la MRC de Laurentides et la Sûreté du Québec qui s'unissent afin de reconnaître les noms dignes de mention. Revenez-nous après. Donc bonjour, c'est Katia P, coach en santé et bien-être. Je vais vous parler de quelque chose qui peut sembler très simple, mais de la respiration. Donc le fait de respirer peut sembler très évident et simple, mais après avoir lu le livre « Respirer » en français qui est « Breath » en anglais de James Nestor, je vous le recommande vraiment. Qui donne plein de révélations par rapport à comment, surtout depuis l'industrialisation, comment que la majorité des personnes ne respirent pas de la bonne façon. Et ce que ça fait, c'est que ça crée plein de maladies, plein d'anxiété chez les gens et plein de difficultés de gestion d'émotions, donc vraiment un impact majeur sur la santé. Donc, respirer. Quand on inspire, dans le fond, la respiration, c'est inspirer et expirer. Donc, le fait d'inspirer, on va amener de l'oxygène à nos poumons. Et quand on expire, on émet du CO2. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est lorsqu'on est stressé, qu'on a plein de choses à faire, que le travail qu'on fait n'est peut-être pas nécessairement un travail qu'on va aimer, dans la façon qu'on va s'alimenter, les choix qu'on va faire dans notre vie, peut causer du stress ou de l'anxiété et va augmenter, dans le fond, la respiration. Donc, on va respirer plus rapidement qu'il se devrait. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on va inspirer beaucoup plus de la cage thoracique. Et donc, le souffle va être plus court, donc on va avoir moins d'oxygène à notre cerveau. Et c'est ce qu'on veut éviter.
Dans le livre aussi, ce qui est assez percutant comme information, on dit qu'on devrait respirer la majorité du temps, presque tout le temps, par le nez et que plusieurs personnes respirent par la bouche. Donc, le fait d'inspirer par le nez a plein de bienfaits, va filtrer l'air, va vraiment permettre un rythme cardiaque plus adéquat. Donc, c'est ça c'est un conseil que j'intègre de plus en plus dans ma vie, d'y penser, de respirer le plus possible par le nez. Et il existe aussi des techniques qui vont faire qu'au moins peuvent nous aider à mieux respirer. C'est sûr que déjà d'être conscient, de porter attention à notre respiration, donc comment qu'on peut le faire, c'est lorsque on vit une situation de stress ou juste pour l'essayer, on va inspirer 4 secondes et on va expirer pendant 4 secondes. Fait que déjà, on va voir est-ce qu'on a juste de la difficulté déjà à faire ça. Pour ma part, j'ai remarqué lorsque j'ai commencé à faire de la méditation, breathwork, qu'on va appeler technique de respiration, que je respirais beaucoup plus rapidement que je pensais. Donc, je ne pensais pas faire d'anxiété, mais finalement, j'ai découvert que j'en faisais. Et sinon, il y a différents types de respiration. Il y a la respiration, par exemple, en 3 temps qu'on peut faire par la suite, qui est d'inspirer 5 secondes, de garder la respiration pendant 5 secondes et d'expirer 7 secondes. Le fait d'expirer plus longtemps va vraiment activer le système parasympathique. Donc, lorsqu'on est stressé, lorsque notre corps est en réaction, qu'on vit une situation nouvelle ou qu'on vit une situation qui nous cause du stress, notre système sympathique va être activé. Donc, on est en mode survie. Ce que ça va faire, c'est que ça va tout augmenter, notre corps va tout être en réaction beaucoup plus accélérée. Et c'est correct, c'est pour nous protéger de danger que ça a été fait, c'est correct que notre corps soit fait comme ça. Mais en fait, on ne veut pas l'avoir tout le temps du tout. Donc, ce qu'on veut, c'est activer le système parasympathique qui va vraiment permettre de relâcher le corps, de relaxer, d'amener un état de calme. Et c'est vraiment par la respiration qu'on peut le faire. Donc, différentes techniques, soit en 2 temps, inspirer 4, expirer 4 ou 5, 5, 7, inspirer, garder la respiration et par la suite expirer. Il y a en 4 temps aussi. Il y a plein de différentes techniques de respiration que vous pouvez trouver là, sur YouTube pour aller faire des recherches qui peuvent vous aider. Il y a des personnes de plus en plus qui vont suivre des gens, ils vont vraiment faire des breathwork, des séances pour que les personnes puissent relâcher complètement. Il y en a plusieurs qui vont pleurer, qui peuvent crier, donc ça leur permet de relâcher qu'est-ce qu'ils gardent à l'intérieur depuis très longtemps, depuis l'enfance. Donc, c'est sûr, c'est une technique qui est utilisée, qui aide beaucoup de gens à les libérer des traumas émotionnels. Et il y a Wim Hof aussi, qui est vraiment extraordinaire, que je suis aussi, qui fait des breathwork qu'on peut aller trouver sur YouTube d'environ 11 minutes, qu'on peut intégrer dans notre routine. Moi, je l'intègre le matin en me levant et le soir aussi en se coucher, qui aide vraiment au niveau du sommeil. Et j'espère que ça vous permet de vous éveiller par rapport à ça, que vous allez pouvoir intégrer quelques techniques par rapport à la respiration, que vous allez pouvoir aller voir les différentes références que je viens de vous référer. Et tout ça dans le but toujours de respecter votre santé, de maximiser votre santé, d'avoir un état de bien-être physique et émotionnel. Le Conseil municipal de Saint-Sauveur a adopté le mois dernier un nouveau règlement régissant la distribution d'objets de plastique à usage unique sur le territoire de Saint-Sauveur, abrogeant le règlement précédent relatif à la distribution de sacs d'emplettes dans les commerces de détail qui avait été adopté en 2019. Le nouveau règlement a pour but de contribuer significativement à la diminution de la pollution causée par le plastique. Visant tous les commerces de détail, les restaurants et les événements, le règlement interdit d'offrir, de distribuer ou de mettre à la disposition des consommateurs les objets de plastique à usage unique suivants: les sacs d'emplettes, assiettes, bols, contenants, couvercles, tasses, verres, bâtonnets, pailles et ustensiles. Les objets de plastique visés incluent ceux en plastique oxo-biodégradable
oxo-fragmentables, biodégradables et compostables. Outre cette interdiction générale, certaines exceptions s'appliquent pour les sacs d'emplettes réutilisables, les sacs composés de plastique utilisés à des fins d'hygiène pour contenir des produits alimentaires tels que la viande, de la volaille ou du poisson, les sacs en plastique distribués par un établissement commercial offrant le service de nettoyage à sec, les sacs de plastique contenant du matériel publicitaire dans le cadre d'une distribution porte-à-porte, les emballages industriels et sacs de plastique compostables utilisés pour la disposition des résidus alimentaires et des excréments d'animaux dans les bacs et conteneurs de collecte sélective prévus à cet effet. Afin de permettre aux commerçants de s'adapter aux exigences du nouveau règlement, la Ville instaure une période de transition qui a débuté le mois dernier et se terminera le 21 avril 2024. Ainsi, dès le 22 avril 2024, les commerçants ne pourront plus distribuer les objets de plastique à usage unique définis dans les règlements municipaux. Tout au long de la période de transition, le service de l'environnement et du développement durable de la Ville, en collaboration avec l'agent en gestion des matières résiduelles de la MRC des Pays d'en haut, offrira un service d'accompagnement gratuit aux commerçants et ce, pour les aider à trouver des alternatives au plastique à usage unique. Les commerçants qui le souhaitent pourront notamment bénéficier de rencontres individuelles pour les soutenir dans cette transition. De plus, la Ville a mis en ligne une section dédiée aux nouveaux règlements et aux alternatives écologiques. Comme le souligne le maire de Saint-Sauveur, M. Jacques Garriépi, la Ville a déjà fait un bon bout de chemin avec l'interdiction des sacs de plastique en 2019 et le conseil municipal se réjouit que la majorité des commerçants aient déjà adhéré à ce mouvement. Il ajoute qu'en 2023, interdire la distribution des objets de plastique à usage unique va de soi afin de contribuer directement à la diminution de la pollution causée par le plastique, réduire les matières résiduelles enfouies et contribuer à la diminution des gaz à effet de serre. Pour obtenir plus de renseignements à propos du règlement, les demandeurs sont invités à joindre les services de l'environnement et du développement durable. Pour bénéficier d'un accompagnement, les commerçants peuvent remplir les formulaires disponibles sur le site web de la Ville. La Ville de Saint-Sauveur est heureuse d'annoncer l'amorce du projet de reconstruction de son skatepark situé au parc John H. Molson. Ce projet de reconstruction devenait un incontournable considérant la désuétude de l'installation actuelle datant de près de 20 ans et qui avait subi des travaux de réfection partielle en 2015. D'ailleurs, pour l'alimenter dans sa réflexion, la Ville a organisé une rencontre consultative en mai 2021 auprès de 75 usagers de son skatepark. L'objectif était de sonder les désirs et les propositions de ces derniers. À l'issue de cette rencontre, plusieurs éléments ont été relevés, lesquels se retrouveront dans le nouvel aménagement. Ce projet totalisera un montant de 1,6 million de $, lequel sera financé ainsi 888 000 $ par règlement d'emprunt, 384 000 $ par surplus accumulé et 366 000 $ par une contribution financière gouvernementale. Cet investissement permettra de remplacer les surfaces d'asphalte par du béton lisse qui est davantage sécuritaire pour le roulement et dans le cas d'une chute. Les différentes lignes de circulation ainsi que la grande variété de modules permettront une pratique stimulante, favorisant la progression. Soulignons que la conception de l'espace a été réalisée en concertation avec des usagers locaux, et ce afin de répondre aux besoins et aux différents niveaux de maîtrise des planchistes et des utilisateurs de trottinettes de tous âges. Les travaux de reconstruction débuteront dès l'automne 2023 et se déploieront en 3 phases, la démolition, les travaux de bétonnage et les travaux d'aménagement. L'ouverture officielle est prévue au courant de l'été 2024 et c'est à ce moment que la population découvrira la nouvelle infrastructure à la fine pointe de la modernité dont la superficie totalisera 1140 mètres carrés. Comme le souligne le maire de la ville de Saint-Sauveur, M. Jacques Garriépi, la ville a consulté les jeunes et les a écoutés. Il ajoute que ce projet de reconstruction du skatepark était dans les cartons de la ville depuis le début de l'année 2021 et que les travaux qui seront réalisés permettront d'offrir des installations mieux adaptées à la pratique de ce sport et hautement sécuritaires pour les quelques 15 000 utilisateurs annuels. Depuis quelques semaines, les abonnés de la Bibliothèque de Saint-Sauveur ne reçoivent plus d'appels téléphoniques pour les informer de l'échéance imminente d'un prêt ou d'un abonnement ou de la disponibilité d'une réservation. En effet, ces avis de courtoisie sont dorénavant envoyés par courriel, sauf circonstances exceptionnelles.
Afin que ces derniers se rendent à bon port, les abonnés doivent vérifier que l'adresse courriel inscrite dans leur dossier est valide sur le site Internet de Ma Biblio à moi. Si aucune adresse courriel n'est présente, il leur est possible d'en faire ajouter une en se présentant au comptoir de la bibliothèque. Il est également à noter que les changements suivants sont en vigueur. La durée d'un prêt est maintenue de 4 semaines. La durée d'un prêt est maintenant de 4 semaines. Un même prêt peut être renouvelé 2 fois. Le délai pour récupérer une réservation est de 5 jours ouvrables. Pour obtenir de plus amples renseignements à propos de ces nouveautés, vous pouvez communiquer avec la bibliothèque municipale par téléphone au 450-227-0000 au poste 4121 ou par courriel à bibliothèque@vss.ca. Vous pouvez également consulter la page bibliothèque du site Internet de la Ville. À l'instar de plusieurs villes au Québec, Prévost interdira à compter de cet hiver, soit pour la période du 1er novembre au 23 décembre et du 3 janvier au 1er avril, le fait de se stationner en tout temps dans la rue et sur tous les chemins publics, sauf avis contraire. Cette mesure vise à améliorer la qualité du déneigement sur le territoire. Les véhicules stationnés dans la rue nuisent au déroulement des opérations, rendant le passage des équipements difficile et en augmentant la durée. Malgré l'interdiction, la Ville peut décréter une période de tolérance du stationnement sur la voie publique lorsque les conditions météorologiques sont clémentes et qu'aucune opération de déneigement n'est prévue. Depuis le 31 octobre, vous pouvez vous rendre à l'adresse ville.prévost.qc.ca/stationnement hivernal pour savoir en temps réel si une période de tolérance a été décrétée. En haut à droite de votre écran se retrouvera un pictogramme sous forme de voiture. S'il est vert, vous pouvez vous stationner dans la rue. S'il est rouge, c'est interdit. Il est de votre responsabilité de vérifier quotidiennement, après 17 heures sur le site Internet de la Ville, si une période de tolérance a été décrétée avant de stationner votre véhicule sur la voie publique. Si votre rue vient d'être déneigée, cela ne signifie pas que vous pouvez vous stationner dans la rue, car les équipes peuvent devoir repasser plus d'une fois. Vous devez donc attendre le retour au vert du pictogramme. La Ville de Prévost a entrepris des travaux de conversion de son réseau d'éclairage public au DEL, une transition qui permettra d'économiser annuellement en énergie et en entretien. Le projet vise à convertir le réseau d'éclairage public vieillissant et à le moderniser en transitant vers la technologie DEL. L'objectif principal est de mettre en place un réseau d'éclairage public efficace, sécuritaire et respectueux de l'environnement. La conversion permettra une économie d'énergie, mais également une réduction des frais d'électricité et d'entretien. La technologie DEL est reconnue pour son fort potentiel éco-énergétique et pour sa longévité, qui est 5 fois supérieure à celle d'une ampoule standard. D'ailleurs, les luminaires DEL nécessitent moins d'entretien grâce à leur longue durée de vie. Les 18 et 19 novembre, de 10h à 17h, à l'École Val-des-Monts, la Ville de Prévost est fière et heureuse de présenter un événement réinventé pour les fêtes de fin d'année, le marché de Noël de Prévost, qui remplacera dorénavant le Salon des artistes et artisans de Prévost. Le public du salon retrouvera tout le charme de celui-ci dans le marché de Noël, en plus d'y trouver un volet plus familial et rassembleur. Le théâtre Gilles Vigneault et la Ville de Prévost invitent vos enfants de 6 ans et plus à explorer leur créativité avec l'atelier Contes déroutés offert par Yoganimation. À la suite de l'exploration de contes classiques et de leur version revisitée, les enfants seront invités à créer leur propre version d'un conte classique. Une expérience littéraire stimulante pour développer l'imagination, le bonheur de lire et l'écriture. Toutes les familles présentes à l'atelier recevront des billets pour le spectacle Alice de l'autre côté au théâtre Gilles Vigneault à Saint-Jérôme le dimanche 10 décembre à 15h. Les places sont limitées et la demande est grande pour cette activité. Les inscriptions se font depuis le 2 novembre à 11h. Les détails peuvent être retrouvés à ville.prévost.qc.ca/événements. Revenez-nous après la pause. La Ville de Prévost, en collaboration avec Desjardins Caisses de la Rivière-du-Nord, se prépare avec enthousiasme pour sa toute première édition du marché de Noël qui succède désormais au Salon des artistes et artisans de Prévost.
Cette réinvention de l'événement promet de conserver le charme habituel du salon, tout en ajoutant une touche familiale et rassembleuse, offrant ainsi une expérience festive pour tous. L'événement se déroulera les 18 et 19 novembre dans le gymnase ainsi que dans la cour de l'école Val-des-Monts de Prévost de 10h à 17h. Avec la participation d'environ 60 exposants, dont 20 sont originaires de Prévost, les visiteurs auront l'occasion de découvrir un large éventail de produits. Parmi ces produits, vous retrouverez des mets et boissons, des œuvres artistiques, de la poterie, des métiers d'art, des livres, des articles de papeterie, des bijoux, des vêtements et d'autres produits textiles, des décorations de Noël, des créations à partir de matériaux recyclés ou naturels tels que le bois et le verre, des articles zéro déchet, des produits corporels, des articles de bien-être et des bougies. C'est une opportunité idéale pour commencer ou finaliser ses achats de cadeaux de fin d'année en offrant des articles véritablement uniques à ses proches. Parallèlement aux exposants, plusieurs animations sont prévues, incluant un spectacle jeunesse le samedi à 10h à la salle Saint-François-Xavier, du maquillage de fantaisie pour enfants, des amuseurs publics, des lectures d'histoire, des activités de bricolage, un feu de foyer et une ambiance musicale thématique à l'extérieur. De plus, de nombreux prix seront offerts lors de tirages au sort parmi les visiteurs. Le tout est rendu possible grâce à la généreuse participation des exposants sur place. Pour plus de détails concernant cet événement, vous pouvez consulter le site ville.prévost.qc.ca/marché de Noël. Profitez de cette occasion pour vous plonger dans la magie des fêtes et découvrir des trésors artisanaux uniques tout en vous divertissant en famille. La municipalité de Valmorin a pris acte du nouveau rôle triennal d'évaluation foncière déposé par la MRC des Laurentides en septembre dernier. En vigueur à compter du 1er janvier prochain, cette mise à jour reflète une augmentation significative de 71 % de l'évaluation totale des propriétés sur le territoire de Valmorin à la date de référence du 1er juillet 2022. Les valeurs imposables du rôle d'évaluation foncière passeront ainsi de 507 millions de dollars à 868 millions de dollars, soit une augmentation de 361 millions de dollars. Ce nouveau rôle démontre également une augmentation impressionnante de la valeur des terrains, avec une hausse moyenne d'environ 140 %. Les propriétaires peuvent dès maintenant consulter la valeur de leur propriété au nouveau rôle en visitant le site web de la municipalité. À l'occasion du dépôt de ce nouveau rôle triennal, le service des finances de la municipalité de Valmorin tient à rappeler aux contribuables que bien que la taxation municipale soit calculée en fonction de la valeur et de l'usage de chaque propriété sur le territoire, l'augmentation générale de la valeur foncière, qui survient lors de la publication du rôle, n'entraîne pas automatiquement une augmentation des taxes pour tous les propriétaires. Ainsi, les propriétaires dont la hausse de valeur se situe autour de la moyenne de 70 % ne devraient pas subir d'impact significatif en raison du nouveau rôle. Cependant, les propriétaires dans cette situation doivent être conscients qu'une augmentation annuelle des taxes liée au budget 2024 adopté par la municipalité est tout de même à prévoir. Les propriétés dont la valeur a augmenté de manière plus significative que la moyenne pourraient cependant subir une augmentation des taxes supérieure à celle des autres propriétés sur le territoire de Valmorin. Le conseil municipal, en collaboration avec l'équipe de direction, tiendra compte de cette mise à jour du rôle d'évaluation pour apporter les ajustements requis afin de compenser la hausse globale des valeurs. En ce qui concerne les taux de taxes pour l'année 2024, ils seront présentés lors de la séance extraordinaire d'adoption du budget prévue le 19 décembre prochain à 19h. Les personnes qui souhaitent mieux comprendre leur évaluation sont invitées à consulter la section du site Internet de la MRC des Laurentides portant sur le rôle d'évaluation. Elles y trouveront les informations pour mieux comprendre le processus d'établissement des valeurs du nouveau rôle et pour faire une demande de révision de leur évaluation foncière avant le 30 avril 2024 via le formulaire prévu à cette fin. Il est également possible de communiquer directement avec le service de l'évaluation de la MRC des Laurentides pour valider sa nouvelle évaluation avant de présenter une demande de révision. Les propriétaires sont invités à se renseigner adéquatement avant de transmettre une demande, puisque les frais non remboursables sont exigés lors du dépôt de celle-ci. La demande de révision doit être signée et complète avant d'être déposée en main propre directement à la municipalité ou transmise par courriel recommandé en incluant le paiement complet des frais. La municipalité de Val-David profitera d'un investissement de 45 400 $ de la part du gouvernement du Québec qui permettra à la bibliothèque municipale d'enrichir ses collections de livres. Cet investissement offrira ainsi à la communauté un trésor de connaissances encore plus grand.
C'est un investissement total de plus de 41 millions de dollars pour bonifier les collections de livres des bibliothèques publiques qui a été annoncé pour soutenir la culture, la lecture et le développement des communautés. Dans la circonscription de Bertrand, cette annonce bénéficie à 5 bibliothèques publiques autonomes. La bibliothèque municipale Alice Quintal de la municipalité de Rawdon, la bibliothèque de la municipalité de Chertsey, la bibliothèque Claude-Henri Grillon de la ville de Sainte-Adèle, la bibliothèque Gaston Miron de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts et la bibliothèque de la municipalité du village de Val-David. À Sainte-Adèle, à la suite des travaux réalisés dans le secteur et tels que recommandés par une étude de circulation pour la sécurisation de l'école primaire Chante-Auvent, un nouveau débarcadère permanent a été aménagé devant l'école Chante-Auvent. Le sens de la circulation de certaines rues a également été revu afin de rendre les déplacements plus fluides et plus sécuritaires pour les écoliers et les véhicules. Notez que ce changement a pris effet le mois dernier. À Sainte-Adèle, le chalet de la plage Jean-Guy Caron, vieux de plus de 60 ans, sera démoli pour faire place à un nouveau bâtiment plus grand répondant aux besoins actuels de la ville et de la population. Le nouveau chalet comprendra des installations sanitaires complètes, 2 abris en cas d'intempéries et un espace d'entreposage sécuritaire pour les équipements de la plage. Les travaux ont débuté en septembre et se poursuivront tout au long de l'année et devraient être complétés en juin 2024 afin de procéder à l'inauguration du nouveau chalet de la plage Jean-Guy Caron au début de la saison estivale. Les travaux seront exécutés par l'entreprise Cadrin et compagnie. Ce chantier comporte les travaux suivants: la démolition du chalet actuel, la construction d'un nouveau bâtiment moderne et adapté aux besoins des usagers. Le nouveau bâtiment offrira une superficie totale au sol de 108 mètres carrés, incluant un espace d'entreposage de 30 mètres carrés pour y loger les équipements de la plage de façon sécuritaire, un espace de travail pour les employés de la plage, des installations sanitaires adaptées sur les 2 niveaux, 2 abris en cas d'intempéries, un grand balcon et une grande fenestration pour admirer la plage et le lac. Toutes les installations seront également accessibles pendant l'hiver. Les 2 stationnements de la plage seront fermés pendant la durée des travaux, mais la circulation automobile ne sera pas affectée, outre les camions qui devront circuler localement. Il s'agit d'un investissement de 1,7 million de dollars, comprenant une subvention potentielle d'environ 690 000 dollars de l'Agence de développement économique du Canada, octroyée dans le cadre du programme de Fonds canadien de revitalisation des communautés. Des modifications ont été apportées à la portion sud de la rue Valiquette, entre la rue Bellec et le boulevard de Sainte-Adèle, afin de procéder à des changements importants. La rue Valiquette devient sens unique vers le sud, entre Bellec et le boulevard de Sainte-Adèle. Il y a ajout d'une piste cyclable bidirectionnelle. Il y a ajout de saillies de trottoir pour sécuriser les intersections. Il y a ajout de cases de stationnement. Il y a ajout d'un trottoir entre Maurice-Aveline et le boulevard de Sainte-Adèle. Ces modifications répondent à certaines demandes formulées par les citoyens, à savoir atténuer la circulation sur la rue Valiquette, souvent utilisée comme raccourci vers le centre-ville ou vers la bretelle d'accès de l'autoroute 15, ajouter une piste cyclable afin d'encourager les déplacements actifs, de plus en plus populaires sur le territoire, notamment grâce aux vélos à assistance électrique. Cette piste, qui pourrait être bonifiée selon l'achalandage, se veut une première étape dans le cadre d'un plan de mobilité active souhaité par plusieurs citoyens. L'objectif était également de ralentir la circulation sur cette rue, souvent qualifiée de piste de course. Les saillies de trottoir aménagées aux intersections incitent donc les conducteurs à ralentir et permettent aux automobilistes, aux cyclistes et aux piétons de mieux se voir et de traverser en toute sécurité. L'objectif était aussi d'ajouter des cases de stationnement aux abords des commerces du secteur et à proximité des résidences. Notez par ailleurs que le stationnement ne sera permis que d'un côté de la rue pendant l'hiver, afin de permettre aux déneigeurs de procéder au déneigement en toute sécurité. L'objectif était aussi d'ajouter un trottoir entre Maurice-Aveline et le boulevard de Sainte-Adèle pour favoriser les déplacements à pied et donner un meilleur accès piéton au centre-ville. La ville de Sainte-Adèle souhaite rappeler à tous les citoyens que le stationnement des véhicules routiers est interdit sur tous les chemins publics tous les jours de minuit à 7 heures, du 1er novembre au 15 avril, inclusivement de chaque année, à l'exception de la période des fêtes du 23 décembre au 6 janvier inclusivement. Outre
Outre les informations précédentes, le stationnement est permis sur tous les chemins publics durant la relâche scolaire, tel qu'établi par la Commission scolaire des Laurentides, ce qui correspond pour l'année 2024 à la période allant du samedi 24 février au dimanche 3 mars. Le stationnement des véhicules routiers est interdit sur tous les stationnements municipaux, tous les jours de 3h30 à 7h, à l'exception du stationnement municipal situé sur la rue Émile-Cochon, près du garage des Pentes, où le stationnement des véhicules routiers de nuit est permis entre le 1er novembre et le 15 avril de chaque année pour une période n'excédant pas 24 heures. Toutefois, il est interdit d'y stationner des véhicules récréatifs. En vertu d'une entente entre la ville et l'église de Sainte-Adèle, il est également permis d'utiliser le stationnement de l'église pendant la nuit durant la saison hivernale. L'objectif poursuivi par la ville avec cette politique de stationnement est de permettre aux équipes de déneigement de procéder au nettoyage des rues de façon plus rapide et efficace sans devoir contourner les voitures stationnées en bordure de route. Signalons également que les personnes ayant stationné leur véhicule sur la rue ou dans un stationnement municipal pendant les périodes interdites sont passibles d'une amende minimale de 60 $ et maximale de 300 $. Revenez-nous après la pause. Depuis quelques mois, les citoyens de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts ont la possibilité de communiquer avec la municipalité en tout temps grâce à l'implantation d'un service de prise d'appel 24/7 offert en collaboration avec le Centre d'impartition et de traitement des appels municipaux, aussi appelé la CITAM. Le service a contribué à rendre la ville plus accessible et à permettre aux résidents d'obtenir plus rapidement des réponses à leurs interrogations, les agents de service ayant accès à une vaste base de données concernant les activités et opérations en cours dans la ville. Dans la perspective de faciliter davantage le contact avec les citoyens et les villégiateurs de passage sur le territoire, la Ville a travaillé de concert avec CITAM à l'implantation d'un numéro plus simple à retenir et rapide à composer, le 311. Depuis peu, toute personne se trouvant sur le territoire de la Ville n'a plus qu'à composer le numéro à 3 chiffres, suivi de l'option 3 dans le menu vocal automatisé pour rejoindre la municipalité de Sainte-Agathe-des-Monts. Ce nouveau numéro, de plus en plus proposé dans les municipalités au Québec, permet aux Agatois d'éviter de faire une recherche pour retrouver les coordonnées de la municipalité et de plutôt se concentrer sur le motif de leur appel. Le 819-326-4595 demeure quant à lui le numéro à composer pour les appels en provenance de l'extérieur de la ville et continue de fonctionner même sur le territoire agatois. Cette implantation marque un nouveau pas important dans l'amélioration des communications avec la communauté, où le contact humain demeure prioritaire pour la ville malgré l'ère technologique actuelle et la multiplication des plateformes numériques. Le maire Frédéric Brouet mentionne que rien ne remplace un échange de vive voix durant lequel chaque appelant peut être rassuré, trouver une réponse à sa situation particulière ou déposer sa requête ou sa plainte à un être humain plutôt qu'à un système automatisé. Il ajoute que c'est le contact que la Ville désire maintenir avec ses citoyens. La croissance démographique de la municipalité et les importants changements socio-économiques amènent avec eux un lot important de nouveaux défis de communication. Sensible aux enjeux et aux recommandations nommées par la population agatoise, la Ville travaille donc présentement à l'intégration d'autres services de communication, toujours en collaboration avec CITAM, pour permettre une meilleure circulation de l'information sur le territoire. C'est le logiciel d'alerte et de notification de masse, ainsi que son application mobile qui ont retenu l'attention de la municipalité pour permettre de rejoindre rapidement, massivement et efficacement les citoyens inscrits durant des situations d'urgence ou pour les informer de travaux en cours ou de changements les impactant. À noter que les alertes et communications seront paramétrables, ainsi chaque citoyen pourra sélectionner le type d'alerte et de notification qui lui seront transmises selon ses préférences, ainsi que la façon de les recevoir par téléphone mobile, par texto, par courriel ou via l'application. La MRC d'Antoine Labelle a reçu le mois dernier la mention spéciale sensibilisation pour son projet de cahier d'histoire et de coloriage Patricolore dans le cadre des prix Action Patrimoine. Alors que Patricolore, réalisé par la MRC d'Antoine Labelle, a pour objectif d'éveiller l'intérêt patrimonial local de manière ludique par des informations historiques et des notions sur l'architecture du patrimoine bâti du territoire, il a été déposé dans la catégorie sensibilisation des prix Action Patrimoine.
Dans cette catégorie sont admissibles les initiatives ayant contribué à la sensibilisation ou à une meilleure diffusion des connaissances du patrimoine bâti et des paysages culturels. Ainsi, lors de la remise de prix, à la suite du colloque 2023 Patrimoine bâti et paysages, Choisir la voie durable d'Action Patrimoine, la MRC a reçu la mention spéciale sensibilisation pour son projet Patricolore. Le cahier d'histoire et de coloriage contient de nombreuses notions historiques et architecturales destinées aux enfants de 10 à 12 ans du territoire. Par ce projet, la MRC Antoine Labelle souhaite susciter l'intérêt et la curiosité de la clientèle cible, en plus d'encourager la lecture, l'écriture et le dessin, des habiletés essentielles dans le développement des enfants. Cet outil pédagogique a été élaboré en collaboration avec le Centre de services scolaires des Hautes-Laurentides. Patricolore contient 20 immeubles patrimoniaux encore à ce jour existants qui couvrent l'ensemble des municipalités de son territoire. Il représente différents styles architecturaux et touche différentes années de construction. Ce projet de cahier d'histoire et de coloriage a été réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC d'Antoine Labelle dans le cadre de l'entente de développement culturel 2021-2023. Depuis avril 2021, les MRC ont de nouvelles responsabilités en matière de patrimoine. Elles doivent notamment adopter et mettre à jour périodiquement un inventaire des immeubles ayant une valeur patrimoniale présente sur son territoire. Intéressée par son patrimoine, la MRC joue un rôle actif en matière de reconnaissance, de préservation et de mise en valeur de celui-ci. Elle réalise des actions visant à outiller le milieu en patrimoine immobilier pour qu'il contribue à son tour à la connaissance, à la protection, à la mise en valeur et à la transmission du patrimoine culturel immobilier. La MRC a également pour mandat de réaliser des actions de sensibilisation au patrimoine immobilier sur le territoire. Cet organisme œuvre à protéger, à mettre en valeur et à faire connaître le patrimoine bâti et les paysages culturels du Québec. Il mène des actions de sensibilisation, d'éducation et d'intervention auprès des citoyens, des institutions et des gouvernements. Le comité jeunesse de la MRC d'Antoine Labelle lance son nouvel appel de candidature pour réaliser le mandat des 12 sièges en élection. Cette année, les sièges en élection sont ceux des municipalités de Chute-Saint-Philippe, Kiamika, Lac-des-Écorces, Mont-Laurier, Mont-Saint-Michel, Nominengue, Notre-Dame-de-Pontmain, Rivière-Rouge et Sainte-Anne-du-Lac. Cet appel de candidature est également l'occasion de combler les sièges actuellement vacants pour les municipalités de Ferme-Neuve, Lamacasa et Lac-Saint-Paul. Jusqu'au 20 novembre, les candidats intéressés peuvent soumettre leur candidature en remplissant le formulaire d'inscription disponible sur le site web de la MRC d'Antoine Labelle. Les candidats seront ensuite invités à passer une courte entrevue avec le comité de travail sur les adhésions prévues au cours de la semaine du 27 novembre prochain. Pour être admissibles, les candidats doivent être âgés entre 15 et 35 ans et habiter sur le territoire de la MRC. Rappelons que le comité jeunesse de la MRC est formé de 17 jeunes âgés entre 15 et 35 ans issus de l'ensemble des villes et municipalités du territoire et a pour mandat d'établir un plan d'action ciblant les priorités, de présenter un bilan des activités, en plus de mettre sur pied des projets et des événements pour et par les jeunes. Ainsi, le comité encourage l'engagement citoyen et permet aux jeunes de prendre part à la prise de décision sur son territoire. Ce projet est rendu possible grâce aux sommes allouées par les élus de la MRC Antoine Labelle. Le mois dernier avait lieu le lancement du documentaire La grande histoire du Petit Train du Nord, réalisé par Jean-Nicolas Orron au cinéma Laurier. Pour la toute première fois, le documentaire a été présenté sur grand écran devant près de 400 personnes qui se sont déplacées à travers les Laurentides pour aller assister aux 2 événements de lancement. En plus de montrer le résultat de ce grand projet, ce lancement a aussi été l'occasion de remercier les participants et les partenaires, en plus de reconnaître l'importance de l'infrastructure pour le développement des Laurentides au travers le temps. Les projections ont ensuite transporté les spectateurs à travers la légendaire histoire par les témoignages de gens des Laurentides qui ont connu le Petit Train du Nord d'hier à aujourd'hui. Dans un premier temps, ce sont plusieurs élus de différentes municipalités des Laurentides, les partenaires du projet et les participants du documentaire qui sont venus fouler le tapis rouge. Pour voir ou pour revoir le documentaire La grande histoire du Petit Train du Nord, des projections gratuites sont au calendrier cet automne à travers les Laurentides. L'horaire de ces projections est disponible sur le site web de la MRC d'Antoine Labelle. Le CI3S de Laurentides est fier d'annoncer la venue d'une nouvelle ressource à ses équipes, Louis, un bulldog français d'1 an. En effet, l'établissement fait preuve d'audace en ayant recours à l'intervention sociale assistée d'un animal au sein de 2 services en santé mentale. L'objectif est d'offrir du réconfort à ceux qui en ont besoin,
de faciliter l'approche des intervenants auprès de la clientèle et même d'augmenter la motivation des usagers à s'investir dans leur thérapie. Louis et son accompagnatrice sont déjà présents sur le terrain et vont à la rencontre des usagers du C3S des Laurentides et appuient le programme Espoir, qui signifie Équipe de suivi de proximité, offrant de l'intervention en réinsertion, qui assure une présence auprès des personnes en situation d'itinérance ou à risque de l'être directement dans leur milieu de vie. Madame Rosemonde Landry, présidente directrice générale du C3S de Laurentides, se réjouit de cette nouvelle. Elle affirme que les équipes du C3S de Laurentides sont passionnées et qu'elles n'hésitent pas à sortir des sentiers battus pour aller à la rencontre de la population de Laurentides afin d'offrir les meilleurs soins et services possibles. Le CI3S des Laurentides est heureux d'accueillir Stan, un chien d'assistance en soutien émotionnel formé par la Fondation Mira. Beau labernois noir, âgé de 2 ans et demi, Stan est maintenant un membre en règle des équipes de la Direction de la protection de la jeunesse. Son arrivée est le résultat de 5 années de travail menées de concert avec la Fondation Mira. Spécifiquement formé pour accompagner les intervenants de la DPJ, Stan agira comme un catalyseur pour apaiser et soutenir les enfants et les adolescents dans les moments difficiles, comme les auditions au tribunal, les rencontres vidéo avec les policiers, les visites au bureau de la DPJ ou toute autre situation pouvant susciter de l'anxiété ou de l'appréhension. Au travail depuis quelques semaines déjà, Stan sera progressivement présent au sein de toutes les équipes de la DPJ. Son maître responsable, Martine Labelle, agente de relations humaines à la DPJ, le dirigera dans son rôle d'accompagnateur. La ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, ainsi que la députée de Bertrand et ministre responsable de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, ont procédé à l'inauguration de la Maison des Aînés de Sainte-Agathe-des-Monts. Celle-ci a accueilli ses premiers résidents le 17 octobre. Située au 6 rue d'Azé, cette nouvelle Maison des Aînés comporte 48 places pour les personnes aînées de la région. Regroupées en 4 unités de 12 lits chacune, les installations offrent des chambres individuelles avec toilettes et douches adaptées pour chaque personne hébergée. La Maison des Aînés de Sainte-Agathe-des-Monts a été conçue pour recréer davantage l'environnement d'un domicile et offrir aux résidents et résidentes un milieu de vie à dimension plus humaine. Ce nouveau type de milieu de vie ouvert sur la communauté favorise le contact humain ainsi qu'un mode de vie plus actif, entre autres grâce à des aménagements extérieurs et intérieurs mieux adaptés aux besoins des personnes hébergées et de leurs proches. Ces espaces ont par ailleurs été conçus de façon à intégrer les personnes proches aidantes au quotidien des résidents et résidentes et à favoriser leurs interactions. Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides est fier d'avoir implanté une nouvelle approche effective depuis mars 2022 pour les personnes hospitalisées qui nécessitent des services de réadaptation et dont l'état de santé permet un retour à domicile. Cette nouvelle façon de faire offre une alternative à l'hospitalisation en permettant aux usagers de recevoir leurs services de réadaptation à la maison. Les usagers répondant aux critères d'admissibilité bénéficient en moyenne de 4 à 6 semaines de thérapie de réadaptation. L'objectif principal est de permettre aux patients d'atteindre un niveau d'autonomie suffisant dans leur déplacement pour qu'ils puissent ensuite poursuivre leur réadaptation si nécessaire en se rendant dans les centres de services prévus à cet effet. Cette pratique réduit les séjours hospitaliers tout en améliorant la qualité de vie des patients. Notamment, cela présente l'avantage de briser l'isolement social par la présence des proches qui peuvent être plus facilement impliqués à domicile. Mais avant tout, le retour à domicile favorise la reprise des habitudes de vie plus rapidement, et ce, dans le confort du domicile de la personne. Le succès de cette nouvelle façon de procéder découle de la collaboration étroite entre les différentes équipes du C3S de Laurentides et l'implication du réseau familial des usagers. Cette approche est en développement et en place dès maintenant dans les secteurs suivants: Lac des Deux-Montagnes, Thérèse de Blainville, Saint-Jérôme, Argenteuil, Pays-d'en-Haut, La Chute et le secteur sud de la MRC des Laurentides. Revenez-nous après la pause. La Ville de Mont-Laurier est heureuse de convier les nouveaux résidents de Mont-Laurier à une activité de café-causerie le samedi 11 novembre de 9h à 11h à l'Hôtel de Ville. En présence des membres du conseil municipal, ils auront ainsi la chance de découvrir les services offerts à Mont-Laurier, en plus des activités proposées. Pour y participer, une réservation est requise en remplissant le formulaire disponible au ville-montlaurier.qc.ca dans la section Nouveaux résidents
ou en composant le 819-623-1221 au poste 110. Dans le cadre de la planification stratégique 2023-2025, le développement d'outils d'accueil des nouveaux citoyens demeure l'une des actions à poursuivre et à bonifier au cours des prochaines années. À la suite de la publication du Guide du nouveau citoyen l'année dernière, le conseil municipal propose désormais un café-causerie afin de rencontrer les résidents et de mieux les informer quant aux services offerts sur le territoire. Rappelons que le Guide du nouveau citoyen est disponible à la bibliothèque de Mont-Laurier et en version numérique au villemontlaurier.qc.ca. La ville de Mont-Laurier est très heureuse de dévoiler sa nouvelle campagne de sensibilisation qui présente des ambassadeurs locaux afin de mettre l'accent sur la mobilité active en milieu urbain. Des panneaux routiers seront ajoutés aux abords de la piste cyclable urbaine, démontrant qu'il est possible d'opter pour un moyen de transport économique et éco-responsable à Mont-Laurier dans la vie de tous les jours. Que ce soit pour aller au travail, se rendre à l'école, faire les courses ou aller jouer au parc en famille, enfourcher son vélo est une solution qui permet de combiner mobilité et saines habitudes de vie. À la suite d'une première campagne déployée en mai dernier en collaboration avec la SAAQ axée sur la sécurité, la ville de Mont-Laurier présente cette fois-ci une campagne inspirée par le quotidien des ambassadeurs locaux. La ville de Mont-Laurier remercie chaleureusement les citoyens participant à cette démarche inspirante qui souligne le premier été de l'implantation du réseau cyclable urbain à Mont-Laurier. De nouvelles phases du plan cyclable urbain sont également prévues au cours des prochaines années afin de desservir entre autres les quartiers résidentiels jusqu'aux infrastructures à proximité du centre-ville. La zone neutre a officiellement été inaugurée par la ville de Mont-Laurier en partenariat avec la Sûreté du Québec. La zone neutre se situe au 601 rue de la Madone et est mise en fonction dès maintenant. Il s'agit d'une zone prédéterminée près du poste de police qui sera sous enregistrement vidéo en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un vendeur et un acheteur ayant conclu une transaction sur un site de vente en ligne peuvent s'y donner rendez-vous pour réaliser l'échange de façon plus sécuritaire ou encore des parents séparés peuvent aussi s'y échanger la garde de leur enfant. Bien que l'endroit ne soit pas sous surveillance policière en tout temps, la présence de caméras permet néanmoins de revenir sur les événements survenus au besoin. Les enregistrements vidéo sont conservés sur une période de 3 mois. La zone est aménagée et bien identifiée par du marquage au sol ainsi que par une signalisation permanente. Ce projet en partenariat avec la ville de Mont-Laurier est inspiré d'une initiative pan-canadienne et vise à offrir aux citoyens de la ville un lieu sous surveillance afin de procéder à leurs échanges et ainsi prévenir les vols et les agressions. Le concept de la zone de rencontre neutre existe ailleurs au Canada depuis quelques années, en Colombie-Britannique ainsi qu'en Ontario. La Sûreté du Québec s'ajoute maintenant aux quelques corps de police ayant déployé l'initiative au Québec jusqu'à maintenant. C'est donc avec fierté que la Ville et la SQ ont instauré ce nouveau service à la disposition de la population et souhaitent que les citoyens n'hésitent pas à l'utiliser afin de s'assurer que leurs échanges se déroulent le plus sécuritairement possible. La MRC des Pays d'en haut est heureuse d'annoncer que son appel à projet dans le cadre du Fonds Région et Ruralité volet 2 est présentement en cours. Les promoteurs de projets structurants pour améliorer les milieux de vie ont jusqu'au 15 décembre prochain pour déposer leur projet. Rappelons que le Fonds Région et Ruralité volet 2 vise à soutenir des projets structurants permettant d'améliorer les milieux de vie du territoire de la MRC des Pays d'en haut et le bien-être de ces communautés locales. Le montant maximal de cette aide financière non remboursable est de 35 000 $. Les organismes admissibles sont les municipalités locales de la MRC des Pays d'en haut, les organismes à but non lucratif incorporés ayant au moins 1 an d'existence ainsi que les coopératives non financières et les concertations, ou encore les entreprises privées souhaitant mettre sur pied des services de proximité. Pour plus de détails, vous pouvez visiter le site de la MRC des Pays d'en haut à la page consacrée au Fonds Région et Ruralité. Pour présenter un projet, vous êtes invité à contacter Zain Ebene, conseiller au développement des communautés au 450-229-6637 au poste 105 ou à zebene@mrcpdh.org. C'est le 10 octobre dernier que la MRC des Pays d'en haut a tenu sa 8e séance ordinaire de l'année à l'Estérel. Parmi les points abordés, le siège social de la MRC ira de l'avant. 2 bilans semestriels de comités ont été présentés,
Des investissements majeurs dans les infrastructures écritouristiques sont considérés et l'énoncé de vision stratégique du schéma d'aménagement actuellement en révision sera soumis pour consultation dans les prochaines semaines. Le Conseil de la MRC a adopté le règlement d'emprunt autorisant les travaux de construction du futur siège social de la MRC des Pays-d'en-Haut au 11 rue principale à Saint-Sauveur. La MRC se réjouit d'avoir obtenu une aide financière dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales du ministère des Affaires municipales à un taux d'aide de 64 %. Le comité logement Pays d'en haut a remis son rapport de mi-année. Les maires souhaitent que l'autonomie des villes pour créer des logements soit reconnue et respectée et que la MRC poursuive ses représentations auprès des instances gouvernementales. Il faut savoir que la MRC finalise sa première politique d'habitation. La MRC étudie la possibilité de mettre en place une structure permanente qui piloterait la création de logements abordables dans la MRC avec un mandat à long terme au-delà des cycles politiques municipaux de 4 ans. Parmi les dossiers importants, le comité a fait un retour sur la consultation des élus municipaux sur le projet d'énoncé de vision stratégique qui s'est déroulé le 6 septembre dernier dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement et de développement. Le comité prépare maintenant la tournée de consultation de la population qui se déroulera dans les prochains mois. La réalisation du plan régional des milieux humides et hydriques a également mobilisé ce comité, qu'il a déposé au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, en vue de son approbation par ce dernier, puis de son entrée en vigueur au courant de la prochaine année. Un autre dossier chaud sur lequel le comité planche, celui de l'adoption du plan d'intervention d'aide au changement climatique et de sa mise en œuvre. Plusieurs partenaires gouvernementaux, incluant les MRC de la région des Laurentides, chapeautés par le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides, travaillent à redéfinir la vision de Laurentides en emploi dans l'optique de promouvoir les opportunités professionnelles, le dynamisme des territoires et d'optimiser la productivité et l'innovation des entreprises dans la région des Laurentides. Le Conseil de la MRC a franchi un premier pas en réservant un montant de 937 500 $ au volet 1 du Fonds Région et Ruralité, qui financerait un projet majeur de réfection des parcs à hauteur de 80 % pour un montant de 750 000 $. S'il voit le jour, ce projet, qui prévoit des travaux annuels d'immobilisation étalés sur les 10 prochaines années, commencerait à partir de 2024. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TVCL. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À la semaine prochaine.